Avec un doigt, j'arrête un train. Une masse autour de 460 tonnes. 460 000 kilogrammes, 6 000 fois la mienne, que mes phalanges font stopper net. Main posée sur le pupitre, 3 doigts semi-pliés servant d'appui, le pouce en équilibre, la flexion de l'index ne rencontre aucune opposition, comme lorsque j'appuie sur une touche de clavier. Mais rien ne se passe. Le train ne réagit pas. L'aiguille de la vitesse pointe au même niveau, composée de 3 chiffres. Celle des manomètres ne bouge pas. Les aiguilles des cylindres de frein restent inertes sur le zéro pointé. Suis-je en train d'enrayer? Je verse du sable entre les roues et le rail pour retrouver de l'adhérence. Je tape sur le bouton d'arrêt d'urgence. Rien. Les immeubles continuent de défiler avec le même entrain. Je tire sur le frein direct et me précipite sur le frein à vis. Je tourne la manivelle. Le train persiste sur sa lancée. 1000 voyageurs derrière moi. À mes côtés, dans ma tête, dans ma conscience, dans mes remords, l'ensemble fonce sur la gare. Ne reste alors comme ressort à l'âme noire pour amortir l'impact à venir qu'acte futile et désespoir. User les semelles de mes chaussures, sauter de la machine, plonger sous le pupitre. Je marchais sur la crête, les yeux fermés. Ils se sont ouverts à l'instant. La circulation du sang vient de s'inverser. Je sens toute mon anatomie, des artères jusqu'aux capillaires. Mes veines apparaissent désormais. Toute l'épiderme est devenue une carte de chemin de fer. Je baigne dans une mare de doute. Oh. Réveil en sursaut. Oreiller, drap et silence de la nuit. J'ignorais jusqu'ici que le travail nous suit jusqu'au repos. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux cet après-midi. Nous allons, à l'heure habituelle de la sieste dominicale, vous emmener en voyage avec nous. Voyage qui va être mis en musique par Sofiane Messabi, mis en voix par Sébastien Barberon. Et une heure de voyage pendant laquelle nous allons faire connaissance avec Mattia Felice qui est à mes côtés. Mattia Felice, bonjour. Bonjour Cindy, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, Mattia Felice, vous êtes du coup, alors pour l'instant, je vais utiliser le terme de conducteur de train depuis une vingtaine d'années. Vous avez publié votre premier roman, Mécano, en janvier dernier, qui est une épopée en vers libre, inspirée de votre quotidien de cheminot, auquel vous volez du temps pour pouvoir écrire. Et moi, ma première question portera peut-être justement sur votre parcours, parce que rien ne vous disposait de prime abord à devenir cheminot. Pouvez-vous peut-être nous raconter les chemins qui vous ont conduit à cet endroit, à ce métier, et peut-être rappeler que dans du coup ce livre Mécano, vous revenez sur votre quotidien de cheminot, sur votre formation, sur l'accès à ce métier. Donc comment êtes-vous arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce métier? Alors, je crois que c'est une question qu'on pourrait tous individuellement se poser en regardant son passé. Du coup, je pense qu'il y aurait autant de récits intéressants en face de moi. Alors, me concernant, j'étais projectionniste dans un cinéma. Je ne suis pas du tout bricoleur au départ. Tout ce qui est dans le domaine de la mécanique m'était étranger. Du coup, maîtriser déjà un appareil de projection me semblait un acte révolutionnaire. Et néanmoins, j'y suis parvenu.
Et de fil en aiguille, bon, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas plus gros, plus grand, plus impressionnant. Puis en plus, bon, j'aimais le voyage, mais il y a eu cet élément déclencheur où un contrôleur, alors que j'étais simple voyageur, m'a proposé de conduire le train, parce qu'il manquait justement le mécano. Mais par contre, ça a été une expérience, déjà un apprentissage qui est relaté dans le récit, qui est comme un parcours initiatique. Puis ensuite, un autre apprentissage qui se fait quand on est salarié, c'est celui de la solidarité, des liens qui se tissent grâce à cette vie commune qui est subie. On passe parfois plus de temps avec des collègues qu'avec ses proches. Du coup, ces derniers deviennent deviennent à leur tour des proches d'une certaine manière. Et du coup, c'est un peu tout ce récit que j'ai tenté de relater, un portrait collectif aussi. Mais il a fallu du temps, parce que du coup, on a parlé du chemin qui m'a mené à être conducteur de train. Mais il y a eu aussi tout un cheminement pour se dire, tiens, qu'il y avait matière à écrire quelque chose. Et ça, c'est intéressant également, effectivement, ce chemin vers l'écriture, du coup, comment il s'est opéré et comment vous êtes peut-être autorisé à écrire et à être publié. Alors, j'ai toujours aimé écrire, et je pense que je suis arrivé à la lecture par l'écriture. Et sauf que je me disais qu'il n'y avait pas matière à écrire de ce qu'on vivait dans son quotidien. Moi, j'ai toujours aimé les grandes épopées, ce qui est très lyrique, grandiloquent. Dernièrement, par exemple, je suis tombé sur une très bonne traduction de Don Quichotte de Cervantes. Bon, c'est ce genre de lecture qui me passionne, ou des sortes de livres-mondes. Et j'utilisais l'écriture comme un exutoire, où en fait, à mon tour, je m'inventais des chevaliers. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, finalement, ce qu'on vit, nous, au travail, il y a tout un potentiel d'écriture parce qu'on vit plein d'aventures qui ne sont pas relatées, rarement en tout cas, dans le monde de la culture, mais en fait qui ne sont pas moins exceptionnelles. Et en l'occurrence, dans le monde du rail, on vit des drames, on vit des histoires passionnelles, on part à la conquête de la machine, mais aussi à la conquête des voyageurs parfois. Et il y a aussi des duels comme dans les westerns, quand par exemple on nous demande de travailler plus, quand on nous retire tel droit, etc., où il y a une opposition qui se crée. Et je me suis retrouvé dans des situations où je me disais, mais en fait, il nous manque que les flingues, mais on est en train de faire un face-à-face là. Justement, j'aimerais bien revenir autour de la notion un peu de chevalier, de parcours en fait initiatique, parce que votre roman, effectivement, il se lit comme ça vraiment. On suit le héros, donc le personnage principal qui vous ressemble beaucoup, je pense, de par son expérience, votre expérience. Mais en tout cas, on suit son parcours comme un parcours initiatique. On découvre en même temps que lui la difficulté d'accès au métier, la formation intense, le savoir très technique, très mécanique aussi. Et il y a un chapitre justement qui est intitulé « Un chevalier sans armure, ni épée, ni cheval ». Donc ça, c'est pour le côté épopée du roman. Et vous dites « Apprivoiser une machine qui tire des centaines et des centaines de tonnes, c'est découvrir une nouvelle langue, la langue du rail ». Et alors, je me demandais, pouvez-vous peut-être tout d'abord nous définir dans cette langue du rail à quoi fait référence le terme de mécano, qui est un terme en fait qu'on n'utilise pas forcément nous en tant que grand public ou usagers des trains. Et puis peut-être nous dire ce qui vous a le plus surpris quand vous avez découvert les réalités de ce métier. Alors mécano, c'est en lien avec l'histoire du train et notamment de la vapeur, où auparavant il y avait deux cheminots qui étaient en tête de train. Un qui s'occupait du charbon, le chauffeur, et le mécanicien qui s'occupait de la conduite et aussi de l'entretien de la machine. Et du coup, avec l'apparition du diesel, le poste de chauffeur a disparu. Et mécanicien apparaissait encore quand je suis rentré dans l'entreprise il y a 20 ans dans les textes réglementaires. Ça a été remplacé progressivement avec conducteur de train,
Et peut-être qu'un jour on arrivera à agent de conduite, parce qu'on n'arrête pas de mettre le mot agent dans tous les métiers. Et du coup, moi-même, comme le narrateur, ai découvert ce mot en entrant dans l'entreprise. Mais en fait, dans tous les métiers, on a une sorte de glossaire, une langue qu'il faut apprivoiser. Et même dans les chemins de fer, en fonction des métiers, les caténéristes, par exemple, qui s'occupent des caténaires, vont avoir un vocabulaire que je ne maîtriserai pas, moi, en tant que conducteur, et ainsi de suite. Les guichetiers, et il y a un moment, il y a un passage où justement le narrateur entend le langage des guichetiers, et pour lui, c'est une langue étrangère. Là, je pense que c'est propre aux grandes entreprises aussi. C'est que, bon, entre deux services, on peut ne pas se comprendre. J'ai perdu un peu le fil de la question. Mais et le deuxième point, c'était peut-être ce qui vous a le plus surpris des réalités du métier quand vous avez découvert ce métier. Tout simplement tout. Mais ce qui est le plus surprenant, je pense que c'est bien de ne pas voir ce qu'on tire derrière soi. De ne pas voir qu'on tire 15 wagons, de ne pas voir qu'il y a des milliers de personnes aussi dont on a la responsabilité. Sans quoi, je crois que l'apprentissage aurait été encore plus délicat. Et finalement, comme le narrateur, c'est sur le quai, quand je vois un train passer sans arrêt à 160 km/h, par exemple sur le quai de Grand Cormier ou à Poissy. Alors là, je suis désolé, je cite des références de villes qui sont dans la banlieue parisienne parce que ça se passe à la gare Saint-Lazare. Et en même temps, la gare d'Alençon, il n'y a pas beaucoup de passages. Mais du coup, c'est à ce moment-là que c'est épatant. C'est à ce moment-là qu'on réalise que le train qu'on voit passer, il m'arrive de le conduire et on prend conscience de tout ce que ça engage. Et voilà, c'est une association en fait de petits éléments qu'il faut surtout pas percevoir quand on est en formation, sans quoi on rendrait le matériel, la clé carrée, la clé de nid et le gilet orange et on dirait bon, ouais, c'est pas pour moi. Je retourne projeter des films. Et donc petit à petit, on s'aperçoit que le héros va progressivement s'accaparer, se former, s'accaparer cette profession, maîtriser de mieux en mieux l'outil de travail qui est le train. Et progressivement, en fait, il y a un glissement qui s'opère, c'est-à-dire qu'il va devenir presque plus qu'un avec son outil de travail. Et je vous cite, le personnage indique « Je vais progressivement devenir train ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais progressivement devenir train. Là, on ne fait vraiment plus qu'un avec la machine. En fait, oui, il y a une première partie où il pense qu'il va se fondre dans la machine jusqu'au moment où il réalise que finalement, non, il va la dompter. Là, c'est le passage où il pense qu'il va se fondre dans la machine. Et il arrive souvent, par exemple, quand on a un accident de personne, on ne dit pas « le train a tapé », on dit « j'ai tapé ». Et puis même en tant que voyageur, avant d'être mécanicien, avant de rentrer dans la conduite, le narrateur ne voit pas forcément qu'il y a une personne dans la cabine, dans le train, que derrière le train, derrière la machine, il y a une personne. Mais c'est valable pour tous les métiers du monde qu'on ne maîtrise pas. Enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais si, peut-être, on va dire, je sais pas, un courrier administratif auquel, enfin, je veux dire, excusez-moi, quand on appelle quelqu'un, par exemple, une plateforme téléphonique, on oublie même déjà qu'il y a une personne alors qu'on a une voix, mais on pense juste à une voix. Quand on répond à un mail, on oublie qu'il y a une personne derrière. Et ben, le train, c'est pareil. Et en fait, c'est uniquement quand on est en immersion qu'on prend conscience que toutes ces choses-là existent parce qu'il y a des humains. Et d'ailleurs, la plupart des métiers, c'est quand la plupart des actions de tout ce qui fait fonctionner la société et plutôt les êtres humains qui la font fonctionner sont invisibles. Et ils le deviennent visibles quand l'élément n'est plus là. Le train, tant qu'il est à quai, finalement, on oublie qu'il y a des personnes qui le font fonctionner. Et c'est quand il est absent, notamment quand il y a des grèves, qu'on prend conscience de leur existence. Et c'est valable pour tous les métiers du monde. Le jour où, notamment avec le confinement, ça s'est généralisé, on s'aperçoit,
le supermarché, il fonctionne parce qu'il y a des personnes qui continuent à travailler, mais c'est le moment où ils ont été le plus visibles. Mais sinon, on oublie et on pense que c'est comme ça, que ça vient tout seul. Enfin, pas nous, mais je pense là-haut, ils s'imaginent ça. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué effectivement dans votre roman. C'est un peu une manière de mettre des mots sur des métiers invisibles, effectivement. Et c'est aussi un apprentissage social, la découverte du monde du travail, avec un étonnant... finalement, c'est un roman à la fois de formation intime et collectif. Il y a les entreprises, les conditions de travail qui se durcissent, la grosse société que nous connaissons tous, mais qui n'est jamais nommée dans le livre, à part par l'entreprise. Il y a des évolutions qui sont un peu subies sous couvert de modernisation. Tout est très encadré, hiérarchisé. Effectivement, des métiers peut-être qu'on ne voit pas. Est-ce que c'était important pour vous d'ancrer votre roman dans cette réalité du travail et d'en faire peut-être quelque part un peu un roman sociétal, pourrait-on dire? Je me posais pas trop la question. En fait, j'avais envie aussi de prendre du plaisir parce qu'en fait, pourquoi je voulais pas longtemps écrire sur ce que je vivais? Parce que déjà, ça accaparait mon temps et je me disais, bon, une seconde fois. Et finalement, j'ai voulu la traiter comme une aventure et forcément, l'aspect sociétal, on peut pas s'en écarter. Mais c'était important pour moi que la lectrice ou le lecteur puisse à un moment ou à un autre se reconnaître, pas forcément toujours, mais c'est surtout pour ça que je voulais l'appeler simplement l'entreprise, parce que ça pourrait être une autre entreprise finalement. Mais j'avais pas l'intention de... Enfin, en tout cas, j'avais pas l'intention de lancer des messages. Et c'est pour ça que le narrateur lui-même, en fait, il se forme au cours de ses expériences. Il n'a pas de conviction au départ. Ce qui lui importerait, c'est de pouvoir vivre sereinement, de faire ce qu'il a à faire pour faire fonctionner la société, et puis aussi pour remplir son frigo. Et ensuite, voilà, vaille que vaille. Et en fait, peu à peu, il voit qu'on lui met des bâtons dans les roues, comme à beaucoup d'entre nous. Et il est obligé de réagir, de faire face. Bon, réagir individuellement, c'est assez délicat, mais il fait l'apprentissage justement d'une réaction collective. Un autre point qui revient souvent dans le récit, c'est la fatigue. Vraiment la fatigue des corps qui est présente, des corps, du mental aussi parfois, qui a une fatigue persistante, assez tenace. Il y a aussi un stress, une concentration forcément de tous les instants quand on conduit un train avec des centaines de personnes derrière soi. Et le travail aussi qui finit finalement par s'immiscer un peu partout, dans votre vie privée, dans le sommeil, puisque en fait, ça va parfois même jusqu'à des cauchemars. Je me demandais justement comment vous parveniez à exprimer ce qui est presque en fait intraduisible, c'est le fait quand même d'être responsable de milliers de personnes par jour, quelque part, et en même temps de gérer cette fatigue qui s'abat quand on ne s'y attend pas et qui engendre tout ce stress. Et ça, on le sent vraiment dans le récit, ça reste vraiment présent, cette fatigue, ce stress, cet effet aussi de concentration en permanence. Alors oui, la fatigue, elle va nous prendre à une sortie de virage à tout moment. Et la particularité de ce métier, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter en pleine voie et demander 5 minutes aux voyageurs pour pouvoir faire une petite micro-sieste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pendant tout le processus d'écriture, jamais j'ai autant rêvé du train. Parce que non seulement je le vivais au quotidien, mais en plus, j'écrivais dessus. Et du coup, fort heureusement, j'ai épargné les lectrices et les lecteurs de tous les rêves. J'en ai mis que un ou deux. Et ce qui a été révélateur, c'est le retour des collègues qui ont lu Mécano et qui m'ont dit mais ce rêve, je l'ai fait à l'identique. Et c'est pareil pour l'apprentissage. En fait, c'est ce qui m'a marqué.
c'est que les problématiques que ce que j'ai pu relater était quelque chose qui était partagé par les collègues sans qu'on en ait parlé par le passé. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Mais peut-être qu'on peut, on peut vous entendre maintenant aussi, réentendre un peu peut-être du texte. Sous un amas de souvenirs, des fines strates séparées d'événements qui jalonnent mon passé. J'ai beau creuser dans le ballast de mon tout premier train, ne reste que de vagues réminiscences. Il en va autrement des autres, et plus particulièrement de celui de Geoffroy. Geoffroy. Que je ne faisais qu'ici que croiser. Geoffroy. Issu de la session d'examen précédente, avec son mois de conduite solo, je le perçois comme un ancien. Geoffroy. Son baptême du rail désormais gravé dans la mémoire du dépôt. Tout le monde lui souhaite bon courage. Il va tirer un train de marchandises depuis le triage. Ce sont parfois des voitures, des produits pétroliers ou des céréales. Nous le regardons emprunter la piste vers le poste A. Poste de briques, telles ces grandes tours de contrôle dont il ne manque que le Mirador. Les délégués du personnel qui assistent à une réunion l'encouragent depuis le premier étage. Soudain, rien. À l'horizon, point de train. Par la fenêtre, l'un d'eux voit Geoffroy revenir à pied, tout penaud, un peu pâle, entouré de chefs. Son train, à peine parti à dérailler, il n'a fait que quelques mètres. Aussitôt, les délégués sortent de la salle, saisissent Geoffroy par le bras. Il vient avec nous et ensuite vous pourrez l'interroger. On peut porter tous les titres, être le roi Charles V et 3 x 8 et 8 font 16. Si personne ne reconnaît le royaume dont on est maître, ne reste qu'à acquiescer et s'effacer. Sous la roue d'un wagon, une cale anti-dérive a été oubliée. Non pas une de ces cales emmanchées, dont le bois aurait été détruit par l'acier, mais une cale qui, entraînée par la force de la loque, progresse avec l'essieu jusqu'à la première aiguille, se coince au cœur de celle-ci, effet levier, la roue monte sur la cale et retombe dans le ballast, les wagons devient du chemin de rail, font du hors-piste. Geoffroy n'y est pour rien. Mais sa réputation de chat noir peut commencer, il vient compléter l'arbre généalogique de cette famille maudite. Dans chaque dépôt, il nous faut un chat noir. Le chat noir est d'utilité publique. Il est le parapluie des autres mécanos. Il pleut, peu importe. Les gouttes tomberont sur Geoffroy de la Salamandre. Nous conduisons avec plus de sérénité quand il y a un chat noir au dépôt. Une panne soudaine dans un tunnel,
une batterie HS, c'est sur Geoffroy. Ce sera sur Geoffroy. Je prends place sur le siège central de l'automne, règle la position, un peu plus haut, un peu plus bas, plus près du pupitre. 2, 3 manips, insérer mon matricule, la vitesse, le signal ouvert, fermeture des portes, le retentissement des 2 coups brefs que mon oreille apparente à un do dièse. Et premier tour de roue. C'est tout. Récit peu ragoûtant pour mes futurs apprentis. En tête de mon dernier train sur le viaduc au crépuscule, je fonce avec ma bécane à 10 moteurs direction La Défense. J'ai devant moi une œuvre picturale. Les fils de rail s'estompent progressivement, laissant place à une symphonie architecturale foisonnant de formes diverses, aux lumières parsemées de case en case. De ces fenêtres carrées dont recèlent ces géants d'acier, je pars à l'assaut avec mon train tatoué à l'aérosol, à l'assaut des gratte-ciels miroirs étincelants. La vue orangée clinquante disparaît avec l'engloutissement du train dans le tunnel. Je plonge dans les racines de la Défense qui vacille, à moins que ce ne soit les suspensions de la cabine. Un conducteur m'attend pour la relève. J'ai terminé mon combat. Épuisé, le chevalier s'en va poser son armure contre la banquette du local au fond du quai. Un local orchestré par les lumières artificielles, des baguettes de néon à l'air ventilé d'une composition charoïde. De ces gares souterraines aux odeurs fétides, de symphonies, de composites, de javel, de soufre, d'huile et de chaussettes sales. Contre la porte à un écriteau. Lasciate ogni speranza, voi kintra. Les premiers temps, on passe l'éponge, on est des gamins, on est bien content de toucher enfin de quoi se faire plaisir. Et en tête de train, cheveux dans le vent, on croit voir une perspective à l'horizon. Certes, parfois, on fait trop gamin. Pardon, c'est vous qui conduisez le train ? Demande une femme au visage carré fermé, stricte comme la table des multiples. Willy, avec sa bouille de prototype diesel tombé de l'atelier, est fier de lui répondre que « Ouais. Alors dans ce cas, je prendrai le prochain. » Je sors indemne de cette première. Seul, en tête-à-tête de train, je n'ai pas la force d'envoyer un message à la Yuri Gagarin. Je salue la fraternité des hommes, le monde des arts et Anna Magnan. Ce n'est pas bien grave. Je ne suis pas certain qu'on m'écoute. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une anecdote qui est vraie, oui, celle du jeune conducteur à qui une dame dit, en gros, qu'il a l'air trop jeune et qu'elle préfère prendre le train suivant parce qu'en fait, elle n'a pas confiance en lui à son jeune âge? Bah, non seulement c'est vrai, mais en plus c'est arrivé à plusieurs collègues. Parce que ça, vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était du domaine de la fiction, mais non, donc ça, c'est vrai. Ce qui semble quand même fou. Oui, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, mais moi-même, avec certains collègues, je ne prendrais pas le train. Hein.
Ce sera coupé au montage. Hein. Je suis pas sûre qu'on puisse faire ça. Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. Ben, en fait, moi, je voulais revenir aussi sur une notion qui apparaît aussi en filigrane dans votre récit. C'est un peu le sentiment, je trouve, de solitude, en fait, du métier. Enfin, peut-être pas dans l'ensemble du métier, mais en tout cas, du mécano dans le train. C'est-à-dire que le mécano, il est voilà, à la tête du train, il voit les voyageurs sur le quai, il le voit potentiellement et peut-être pas tous. Le mécano est seul, là où nous sommes des centaines derrière lui. Il veille pour nous quelque part. Hein. On peut être en train de lire, de somnoler. On pense même pas quasiment en fait au chauffeur, à ce chauffeur qui est en train de nous conduire. Même si je pense qu'après la lecture de ce roman, honnêtement, moi j'y pense tout le temps maintenant. Et je me demandais comment en fait on appréhende ce sentiment de solitude, pourrait-on dire. Et je me suis demandé s'il y avait un même sentiment de solitude, d'ailleurs, sur votre autre activité, qui est celle d'écrivain. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui... Voilà. Alors, d'une part, Cindy, je ne sais pas si c'est une provocation quand tu as dit chauffeur. Oui, non, il y a mécano. Je suis désolée. Ouais, mécano. Mais du coup, c'est une solitude un peu étrange parce qu'en fait, on est quand même, justement, comme tu le dis, avec des centaines de voyageurs, on en voit beaucoup sur le quai. On ne se sent pas toujours seul. Parce qu'on imagine des fois, on part sur des histoires à travers tel visage sur le quai que l'on croise. Et puis des fois, il y a des petits échanges, comme tu l'as dit, des fois des regards. Il y a aussi toute la période des vacances où on a les familles sur les ponts qui nous font coucou parce qu'il y a des enfants passionnés. Et c'est pareil pour l'écriture, en fait. Pour la peine, du coup, j'avais l'impression d'être avec tous les personnages aussi. Et on repense à... Il y a beaucoup de choses qui se réveillent par l'écriture. D'ailleurs, ça me fait penser à l'ancienne présidente du Festival d'Alençon, qui... alors, je ne sais pas si elle voulait garder ça secret, mais du coup, qui... Là, ce sera filmé. qui du coup, s'est mise à écrire une autobiographie. Et qui expliquait que par l'écriture, ça réveillait des souvenirs. Et c'est un peu le cas dans l'écriture de Mécano. J'avais jamais vraiment pris de notes. Et non seulement, du coup, par l'écriture, je revivais ça, mais en plus, j'étais en immersion totale vu que je continuais à conduire des trains. Tant et si bien que, non, la solitude, en plus, moi, j'aime bien conduire. Conduire le clavier avec la musique toujours en fond sonore. Et puis je suis aussi interrompu en permanence par mes proches, et notamment mon enfant. Et du coup, s'il y a eu des coquilles parfois dans le livre, c'est du fait de son interruption. Et là, c'est bien que ce soit filmé. Et en même temps, c'est vrai que paradoxalement, en fait, à la solitude du métier, il y a aussi une extrême solidarité, une entraide avec les autres collègues. Ça, c'est aussi très marquant dans le livre. Alors, on parle de temps en temps de grève, parce que ça arrive de temps en temps dans le domaine des trains, de temps en temps. Mais aussi du service public qui s'effrite, vous dites dans le livre Passé de mode, où on parle plutôt d'évolution de carrière et d'être un winner désormais. Mais il y a quand même vos compères aussi un peu dans la galère avec des diversités de profils qui est vraiment impressionnante. Il y a vraiment toute la société est là jusqu'au bac+6. Il y a des situations surprenantes, saugrenues, avec un peu des fois effectivement des menaces même extérieures ou en interne. Comment, de manière collective, vous répondez à ça? Comment le collectif en fait est présent et aide au quotidien? En fait, c'est quelque chose qu'il faut alimenter toujours. Et au moment où le narrateur rentre dans l'entreprise, il y a déjà une histoire. Il y a eu les luttes de 95 qu'il connaissait, et aussi celles qu'il ignorait, comme 86, où les conducteurs se sont organisés à la base, où en fait, ils étaient une dizaine, et ils ont écrit leur doléance,
qu'ils ont fait circuler de foyer de découché en foyer de découché. C'est les endroits où on va dormir hors résidence, un peu comme, j'ai oublié son nom, pas Lantin, mais en tout cas le personnage de La Bête humaine. Quelqu'un peut me... Ah, personne ne veut m'aider. Mais du coup, qui dort au foyer du Havre, après avoir fait un Paris-Le Havre. Et c'est comme ça qu'ils ont imposé cette grève. Ils sont allés voir toquer à la porte d'un syndicat. Ils ont dit, voilà, on veut faire grève sur ce mot d'ordre. Mais cette organisation-là aussi, elle est le fruit de grèves antérieures. Du coup, les années 2000, bon, bah, y en a eu d'autres. Et qui permettent en fait de maintenir la solidarité. Mais elle n'est pas éternelle. À une époque, c'était un peu Renault qui était moteur des luttes après la Seconde Guerre mondiale en France. Depuis les années 90, on peut dire que c'est dans les chemins de fer. Mais là, l'évolution fait que peut-être que ce sera d'autres secteurs du monde du travail où il y aura ce feu qui sera alimenté. Ce qui est sûr, c'est que localement, du coup, il y a aussi quelques personnes qui permettent de réagir, qui provoquent des dépôts de sacs, parce qu'il y a la grève, mais il y a aussi les moments où on est hors du cadre réglementaire, où on réagit, par exemple, quand il y a une agression. Il y a malheureusement beaucoup de métiers, même au sein de l'entreprise, où il n'y a pas de réaction suite à une agression dans d'autres services. Pourtant, ce serait tout à fait légitime. Et c'est pareil dans d'autres secteurs d'activité. Et ça aussi, c'est pas éternel pour nous. Pour l'instant, on réagit, mais pour combien de temps? Il y a un ancien président qui expliquait que ce serait bien que l'émotion agisse 1 heure, voire 2 heures, mais pas sur toute une journée sans train. Voilà. Est-ce qu'on peut quantifier l'émotion? Bah, question administrative. Et vous évoquiez un instant La Bête humaine de Zola, dont on n'a pas retrouvé le nom du personnage principal. Jacques Lantier? Oui, c'est ça, je pense. Mais en tout cas, le train, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez omniprésent dans l'imaginaire et la littérature. Il y a beaucoup de livres qui tournent autour du train. On peut penser à La Bête humaine, mais aussi au Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, au Train de Georges Simenon. Enfin, il y a beaucoup de références comme ça littéraires. Et je me demandais, vous, en tout cas, quelles étaient un peu vos inspirations, s'il y en a. Quelles sont-elles et quel visage vous avez voulu donner à ce train, qui est souvent, il me semble, plutôt du côté du polar, mais c'est peut-être un ressenti. Mais j'avais là. Ce qui est sûr, c'est que toute La Bête humaine ou toutes les références que tu as citées n'ont pas été... En fait, je me disais, mais le train est plus une atmosphère, un décor. Par exemple, La Bête humaine, bon, bah, j'imagine Zola en train de voir depuis sa maison de Médan le Paris-Le Havre passer et se dire, tiens, voilà le cadre social où je vais développer le psychopathe qu'il y a dans la famille Lantier. Et en fait, oui, des références, bah, justement, c'était plus dans le domaine lyrique, que ce soit Parseval ou Parsifal aussi, quand l'opéra, la tétralogie de Wagner, ce côté grandiloquent que je commence à assumer. Donc Don Quichotte, et puis beaucoup de références cinématographiques, du coup, qui apparaissent par petites touches, parce qu'avant qu'il y ait des mots, il y avait des images. Et du coup, on peut retrouver le western, comme j'ai décrit précédemment, les films de mafieux aussi, parce que parfois, on se retrouve face à un directeur et on se dirait, bah, peut-être que si Al Capone était de notre côté, on résoudrait plus facilement la situation. Mais du coup, c'est marrant, c'est plus après coup que j'ai des références. J'ai découvert Georges Perros et Une vie ordinaire ensuite. Et je me suis dit, bah oui, j'ai retrouvé un peu en plus beau ce que j'ai tenté de relater en vers libre. Il y a eu forcément À la ligne de Joseph Pontus,
Ouais, j'y ai beaucoup pensé honnêtement en le lisant, surtout que c'est un auteur que le public connaît bien ici. Il est venu encore, je pense, il y a 3 ans, la dernière fois qu'il est venu. Et c'est vrai que j'y ai vraiment songé à lui en fait. Et sinon, je pense aussi à Travaux de Georges Navel, qui a été une grande découverte. Alors, c'est une prose, mais c'est écrit avec tellement de poésie. En fait, ce qui me plaît dans l'écriture, c'est de trouver du rythme. Bon, en plus, ça tombe très à propos avec le train, où il peut y avoir des freinages, des accélérations, etc. Mais même sans train, ce qui me plaît, moi, en tant que lecteur, c'est qu'on puisse justement le lire aussi à haute voix, qu'il y a un travail sur l'oralité que Sébastien fait remarquablement. Et en plus, ce que j'adore quand j'entends une autre voix lire le texte, c'est que du coup, moi-même, je perçois d'autres choses. Et c'est en fait, j'utilisais le gueuloir, comme disait Flaubert, pour sentir là où ça coinçait. Et je pense qu'encore aujourd'hui, si je le repassais au tamis, et je verrais encore des choses à modifier, mais malheureusement, il y a un moment, l'éditeur, il m'a dit bon, c'est terminé là. Mais en fait, alors justement, je ne savais pas au tout début, quand on m'a proposé l'animation de cette rencontre, qu'il y aurait une lecture musicale. Mais c'est vrai qu'en lisant le livre, tout de suite, je trouve qu'on a envie par moment de l'écouter à voix haute. Parce qu'il y a vraiment une langue qui est scandée, presque slamée par moment. D'autres moments, on est plutôt dans du roman. Enfin, il y a quelque chose, effectivement, je trouvais un peu du rythme du train, presque. Et ma question porte là-dessus. Je me suis demandé, en fait, si c'était ce travail au quotidien avec le rythme du train, etc., qui avait infusé de manière naturelle votre texte, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé, qui était volontaire, de travailler cette écriture en pensant au roulement du train? Vous voyez, je ne savais pas trop dans quel sens ça s'était fait, mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement du rythme un peu du train, pourrait-on dire. En fait, oui, ce qui me préoccupe, c'est le rythme. C'est que tout le temps, on soit, qu'on puisse le lire. Je crois que j'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit juste avant, en fait, finalement. Mais oui, le sens du rythme. Là, par exemple, j'ai découvert Roberto Bolaño, Les Détectives Sauvages. Des fois, je me perds complètement, comme on se perd dans le train en regardant le paysage ou en lisant ou je ne sais quoi. Et puis même en tête de train, des fois, on se perd, mais ça, je peux pas le dire. Mais du coup. Des fois, on se dit, c'est pas grave, je prends du plaisir à lire là, je suis dans le rythme, je continue. Il y a des phrases, parfois, on coince, et c'est le cas aussi dans Mécano. Il y a des fois des termes techniques, mais qu'on va deviner, ou pas, mais en tout cas qui n'empêchent pas d'avancer. Et c'est ce qui me plaît en tant que lecteur, que j'ai cherché à reproduire dans l'écriture. Je propose qu'on continue peut-être avec une lecture musicale qui va être la dernière, et après on va pouvoir passer à quelques questions dans le public si vous le souhaitez. Ou commentaires. De l'héroïsme des autres, je tente de faire abstraction. Je range mes doutes dans la poche, manipulateur en action. Arrêté à Sartroux, j'apprends que l'interconnexion est interrompue. Une rame est en panne dans le tronçon central de la ligne A, entre la Défense et Vincennes. Les trains ne peuvent plus être réceptionnés à Nanterre. Bref, je suis dévié jusqu'à Saint-Laz. J'adore ces moments. Là, j'arrive vraiment dans une gare. La Verrière, la Tôle, les quais, la salle des pas perdus, le centre de Paris. Ça a de la gueule. Sors ton pinceau, Monet, j'arrive.
Dernier pont avant Saint-Laz, j'imagine Henri Cartier-Bresson saisir l'instant décisif. Une silhouette fuit le cadre, une ballerine voltige sur le mur, au loin l'horloge trône au sommet de la gare. En 1932, elle fonctionnait et aujourd'hui encore. 1. Le portique A3, dernière potence avant le quai. Je descends la vitesse sous les 30 et m'arrête au plus près du butoir. Les quais lazariens sont extrêmement courts. On y installera bientôt des miroirs en hauteur. Oh, miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi si mon derrière ne dépasse pas. Marie-Augustine Aiguillard est bien heureuse de le savoir. Vendeuse dans un kiosque à journaux, salle des pas perdus, victime du train qui ne s'arrêta pas avant le heurtoir, Montparnasse, 1884. Ou plus récemment, années 80, ensanglantés, des trains qui ne freinent pas, des humains qui paient le billet de leur vie et l'index de la justice pointé sur le mécano. Hervé a connu cette période, plus précisément l'accident de la gare de Lyon et les mécanos des deux trains qui se sont rentrés dedans dans un nez à nez. Et concernant l'accident de la gare de Lyon, je t'en cause, mon train part dans 4 minutes, il me reste 2 tours de Nanterre et repos. Et il file. Au travail, nous racontons des bribes d'histoire. Le puzzle n'est jamais complet. Nous coupons les pensées et saucissonnons les mots comme nos repas que nous avons appris à manger en accéléré. Les discussions sont amputées. Nous les laissons dans un coin de la base vie ou du local situé juste au-dessus de la plateforme. La pièce où nous nous retrouvons entre deux trains. Il y a dans cette pièce, des millions de débuts de discussion. Des débuts de phrases. Des débuts d'idées. Des débuts de récits. Rien d'abouti. Le fil de contact commence à vibrer faiblement, un son s'étend et s'empare de l'environnement. Une cascabelle munie d'anneaux en cascade, le train annonce son approche tel un serpent géant. La caténaire est un instrument de musique à une corde et le train son archet. Son timbre se répand et transperce l'air quand, sous les stries dessinées par les fils tendus, apparaissent au tournant l'engin moteur et ses voitures. Une chevauchée sonore envahit le territoire. Les roues sur les rails, du ponton sur le cuir, de l'air purgé par le compresseur, des frottements et des essieux, des moteurs et des bruits sur lequel les ondes qui se dégagent ressemblent à elles d'un éclair. Puis le train s'éloigne. Et la voix s'éteint. La caténaire oscille encore légèrement, puis jusqu'à ce qu'un autre archet vienne se frotter à elle. Je ne prends conscience des enjeux du métier que lorsque je vois passer le train en spectateur.
Alors, en parlant de spectateurs, est-ce que certains ou certaines d'entre vous souhaiteraient poser une question ou faire un commentaire? Merci. C'est vous, madame? Moi, je voudrais savoir comment s'appelle ce genre poétique de l'écriture selon le métier ou l'activité que l'on a, comme Joseph Pontu qui écrit à la ligne parce qu'il est dans une usine et il travaille à la chaîne. Vous, c'est dans un train et avec le mécanisme du train, si j'ai bien compris. Comment on appelle cette... Et puis vous avez dit Georges Navel, c'est ça? Et lui, j'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il a écrit, lui? Il a écrit Travaux notamment. Et Alors c'est de la prose. C'est une expérience, une multi-expérience. C'est beaucoup de petits métiers qu'il relate. Voilà, c'est ça. Mais d'un point de vue sonorité, comment on appelle ce genre poétique? Parce que ça, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ça prend... Non, en tout cas, dans Mécano, il y a rien de nouveau à mon sens. Je crois qu'il y a un moment... déjà, il y a Apollinaire dans Alcool qui a retiré toute la ponctuation. Je crois que Philippe Sollers, ça aussi, par le passé, a écrit un roman sans ponctuation. En fait, moi, à un moment, j'ai pensé de manière binaire parce qu'il y a aussi de la prose. Et je me suis dit, tiens, le vers libre, c'est le moment où il y aurait de la tension, notamment toute la phase d'apprentissage. Et la prose, le temps de la réflexion. Mais finalement, je suis revenu là-dessus. Et on peut... ça s'entremêle aussi avec ce que traverse le narrateur, ses émotions propres dans le monde du travail, mais aussi dans sa sphère, dans sa vie intime peut-être. En tout cas, qui n'est pas forcément de réponse. Je cherchais avant tout du rythme et je me disais, tiens, à quel moment ça correspond plus à telle forme qu'à une autre. Après, sur l'appellation même, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si... peut-être que c'est le moment d'inventer un courant, le post-viscéraliste, mais qui a déjà été utilisé, je crois. Mais en plus, je me retrouve pas dans la poésie, parce qu'en fait, j'aime bien en lire et tout, et je trouve ça tellement... Enfin, je me sens tout petit à côté. Non, ce qui me plaît, c'est... en tout cas, je suis attiré par celles et ceux qui utilisent des mots courants pour en rendre... Enfin, qui c'est qui en parlait? Je crois que c'est peut-être Cédric Demangeot, en tout cas ce courant-là, où il s'agit, ou Paul Celan aussi, quand il a dit on ne peut plus faire de la poésie telle qu'on le faisait auparavant depuis Auschwitz, c'est-à-dire qui était vraiment axé sur l'esthétique, et du coup on allait chercher des mots très, très rares. En fait, moi ce qui me plaît, c'est finalement de prendre les mots les plus courants, parce que les mots les plus courants, c'est aussi ceux finalement qui ont le plus de sens différents, qui ont plein de nuances. Les mots rares, pourquoi on les utilise si peu? C'est que finalement, ils ont une définition très précise. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et peut-être parce que aussi, j'arrive pas à les utiliser, je sais pas. Mais voilà, c'est... On a souvent parlé de... à un moment, j'entendais le cheminot poète, mais ça me parle pas du tout, en fait. C'est pas parce que je fais du vers libre que c'est de la poésie. En fait, il y a une narration, un récit, mais en même temps, je me reconnais pas non plus dans le roman pur. En fait, j'aime bien l'idée que ce soit composite comme la lecture de Sébastien, comme l'expérience du travail, et le tout entremêlé. De la poésie composite, pourquoi pas? Justement, c'était ma question. Comment avez-vous eu l'idée très originale de travailler ensemble? Et est-ce que vous aviez lu le bouquin tous les deux? Oui, on s'est prêté le livre. On avait un seul exemplaire. Oh.
On se l'est arraché. Et est-ce qu'on pourra voir votre prestation sur le site du Festival Livre et davantage? Parce que je croyais filmer, et en fait, j'étais arrêtée. Donc, je n'ai qu'une bribe à la fin. Oui, c'est le cas, hein. Du coup, toutes les rencontres ont été... il y a des captations vidéo, toutes les rencontres, et ça va être mis sur le site du Salon du Livre. Mais pour compléter, en fait, j'ai rencontré Sébastien et Sofiane à Avignon au festival Contre-Courant. Et c'est là que j'ai eu l'occasion pour la première fois d'entendre le texte lu par quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai été émerveillé parce que je découvrais même le texte par moment. Et ce qui était génial, ce qui est génial au Salon du Livre d'Alençon, c'est qu'on m'a proposé d'inviter quelqu'un. J'avais carte blanche. Alors au départ, je pensais à André Breton, à Georges Perros justement, voilà, mais bon, ils étaient tous occupés. Et après, je me suis dit que tiens, c'était intéressant finalement qu'on rentre pas uniquement dans une simple discussion, mais qu'il y ait, alors je sais pas comment, une performance, parce que du coup une performance avec musicale et du coup, voilà, vu que j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient produit à Avignon. Et ils ne sont pas venus en train. Notre grand regret, hein, évidemment. Mais Mattia Felice, vous êtes venu en train, rassurez-nous quand même. Oui, mais j'ai pas le choix. Peut-être voilà, il y a une autre question, voilà, juste là. Ce n'est pas une question, je suis simplement le chat noir de la salle. Et en vous écoutant, je réfléchissais que le train, c'était Gabin. Gabin, un homme qui a de la gueule d'amour, c'est un spahis. Gueule d'humour, pas trop pour Gabin. Mais en fait, ce qui est important, c'est que mécano, c'est un beau métier, comme les plombiers. Métier de bout en tas, le train qui file, mais on va chercher les choses bien loin. Et comme disait Bourrel, qui était un homme de ma génération, peut-être un peu avant, mais bon Dieu, c'est écrit dessus, comme pour salut. Votre nom fait référence à Matthieu, Saint Matthieu, les béatitudes, Felice, l'homme qui est heureux. Merci pour tout le bonheur que vous nous avez donné cet après-midi. Je pense qu'on peut conclure notre échange sur ces mots magnifiques à votre adresse. Merci beaucoup. Merci Cindy, Sébastien, Sofiane et merci à vous tous. Merci effectivement Sofiane Messabi, Sébastien Barberon. On peut vous retrouver, Mattia, en dédicace sur le stand de la librairie Le Passage, naturellement, pour pouvoir poursuivre cet échange avec le public. Et puis, nous, là, à 16h, il y a une autre rencontre qui sera animée par Rémi David avec la poétesse Louise Warren, c'est ça, avec une lecture musicale également. Donc, restez là, juste après la dédicace, vous pouvez revenir. On vous attend nombreux et nombreux. Bonne fin de dimanche à tous. Merci beaucoup pour ce trio extraordinaire.